Qu'est-ce qui façonne le courage? Se trouve-t-il dans le cri de la résistance ou dans les moments de calme qui le précèdent? Dans cet épisode de Gateway Books par Crestance, nous plongeons dans l'héritage des sœurs Mirabal, connues dans le monde entier sous le nom de Les Papillons, à travers le prisme du roman inoubliable de Julia Alvarez, Au temps des papillons. L'histoire ne s'arrête pas à la fiction. Nous continuons avec l'intimité brûlante des lettres de Minerva Mirabal et Manolo Tavares, amour et résistance à l'époque de Trujillo. Enfin, la résilience silencieuse trouvée dans Vivre dans leur jardin par Dédé Mirabal, la sœur qui a survécu pour se souvenir. Ensemble, ces livres racontent une histoire non seulement de défis, mais aussi d'amour, de chagrin et du pouvoir durable de la mémoire. Bienvenue à l'épisode 5. L'histoire se souvient de nombreux dictateurs, mais bien moins de ceux qui se sont opposés à eux, et encore moins lorsqu'il s'agissait de femmes. En 1960, 3 sœurs en République dominicaine ont été assassinées pour leur résistance au régime de Trujillo. Leurs noms, Patria, Minerva et Maria Teresa Mirabal, vivent comme des symboles de courage face à l'oppression. Je suis Cindy Cruz, votre hôte, et voici Gateway Books par Crestance, où nous traçons les liens entre la fiction historique et les événements réels, en utilisant les livres comme guide pour explorer les vies derrière les gros titres et les héritages qu'elles laissent derrière elles. Dans cet épisode, nous revisitons les sœurs Mirabal non pas comme des icônes lointaines, mais comme des femmes, des filles, des mères, des partenaires et des sœurs qui ont choisi de résister à l'un des régimes les plus brutaux de l'histoire de l'Amérique latine. Leur histoire se déroule à travers 3 livres puissants. Le temps des papillons de Julia Alvarez, une réimagination de leur vie intérieure, les lettres de Minerva Mirabal et Manolo Tavares, une collection d'amour et de défis échangés depuis la prison, et Vivant dans leur jardin, les mémoires de Dédé Mirabal qui a vécu pour perpétuer leur mémoire. Cet épisode ne demande pas ce qui s'est passé, mais comment nous nous souvenons, comment l'écrit garde l'histoire ancrée dans le cœur humain. Commençons. Julia Alvarez, dans Le temps des papillons, commence non pas avec la Révolution, mais avec la mémoire et les questions. Qui étaient vraiment ces femmes? Qu'espéraient-elles avant que le monde ne les nomme martyrs? Et comment une vie passe-t-elle du personnel au politique? Publié en 1994, le roman d'Alvarez imagine les vies des sœurs Mirabal, Patria, Minerva et Maria Teresa, qui sont assassinées pour leur résistance à la dictature de Trujillo en République dominicaine. À leur côté se trouvait Dédé, la 4e sœur qui a survécu et est devenue la gardienne de leur histoire. Grâce à l'attention minutieuse d'Alvarez à la voix, à l'histoire et à la vérité émotionnelle, Dans le temps des papillons transforme une tragédie nationale en un portrait intime de 4 femmes très différentes dont les vies ont convergé dans le courage. Le roman se déroule en chapitres alternés, racontés du point de vue de chaque sœur, tissant entre passé et présent. Dédé parle depuis le futur, se souvenant. Les autres parlent du cœur de leur vie, telle qu'elles la vivent. Cette structure en couches crée un rythme, un sentiment que la mémoire elle-même est active, en mouvement et inachevée. Minerva est souvent la première sœur avec laquelle les lecteurs se connectent, fougueuse, audacieuse, animée par la justice même dans son enfance. Alvarez la décrit avec passion. Elle défie ses parents, questionne ses professeurs et insiste pour devenir avocate dans un pays où cette ambition n'est ni attendue ni encouragée pour les femmes. Son éveil aux réalités du régime de Trujillo ne vient pas par idéologie, mais par amitié. Lorsqu'elle découvre que le père de son ami a été disparu par le régime, l'abstrait devient personnel. Et c'est là que commence sa résistance, non pas par de grands gestes, mais par de petites reconnaissances irrévocables. Ce qui rend le parcours de Minerva si captivant, c'est que sa défiance n'est jamais simple. Ses choix sont courageux, mais non sans coup. Elle connaît intimement la peur et la surmonte avec clarté, sans imprudence. Son esprit révolutionnaire émerge comme une extension naturelle de ce qu'elle est, quelqu'un qui ne peut pas et ne veut pas détourner le regard. Sa sœur Patria est à bien des égards son opposé. Elle commence avec la foi, aspirant à devenir nonne, une vie imprégnée de prières, de traditions et de domesticité. Elle se marie jeune, devient mère et semble contente de rester en dehors du monde turbulent
dans lequel Minerva entre. Mais la vie avait d'autres plans pour elle. Lors d'une retraite religieuse, Patria est témoin d'un massacre. Un jeune garçon est abattu sous ses yeux. Ce moment ébranle sa foi, non pas en Dieu, mais en la bonté du monde qu'elle pensait comprendre. Son chagrin se transforme en conviction, et de ce chagrin naît une nouvelle forme de dévotion qui la lie à la résistance, non seulement en tant que citoyenne, mais aussi en tant que mère, luttant pour l'avenir de ses enfants. Alvarez écrit la voix de Patria avec douceur, piété et profondeur. La puissance tranquille de quelqu'un qui n'a jamais pensé à se battre, mais qui refuse de détourner le regard une fois que cela atteint son seuil. La plus jeune sœur, Maria Teresa, également connue sous le nom de Maté, commence son chapitre en tant qu'écolière écrivant dans son journal intime à propos de chaussures, de coiffures et de béguins. Sa voix est pétillante, insouciante et même parfois vaniteuse. Mais à travers elle, Alvarez explore la transformation de l'innocence en détermination. Au début, Mate est attirée par la résistance sous l'influence de Minerva, la suivant plus par admiration que par conviction. Mais avec le temps, sa compréhension des enjeux s'approfondit. Elle commence à voir la cruauté du régime, non pas comme une nouvelle lointaine, mais comme une menace pour tout ce qu'elle aime. L'emprisonnement et la torture de Matt plus tard dans le roman sont déchirants. Pourtant, ses entrées de journal restent pleines de chaleur et de perspicacité. Elle s'accroche à l'espoir, à l'amour et à la croyance que sa souffrance pourrait signifier quelque chose au-delà d'elle-même. C'est à travers Mate que nous voyons la révolution à travers les yeux des très jeunes, ceux qui grandissent trop vite, trop douloureusement dans l'ombre de la violence. Et puis il y a 2D, la sœur qui n'a pas rejoint le mouvement clandestin et qui, à cause de cela, a survécu. Ces chapitres ouvrent et ferment le roman raconté de son point de vue des décennies plus tard, après la mort de ses sœurs. Les gens viennent encore demander à leur sujet, se tenir dans le jardin où elles jouaient, prendre des photos, toucher l'histoire, et c'est toujours elle qui reste pour se souvenir. Alvarez donne à Dédé une voix façonnée par la culpabilité, mais aussi par l'amour. Elle n'a pas pris les mêmes risques, elle n'a pas partagé les mêmes sacrifices, et pourtant, elle porte la mémoire de ses sœurs avec un sens du devoir, en la cultivant, en la protégeant, en l'offrant aux autres. Sa vie n'est pas une note de bas de page à la leur. C'est une continuation. En racontant leur histoire, elle reprend possession de la sienne. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans la manière dont Alvarez traite cet acte de survie, non pas comme moindre, mais comme essentiel. Dédé nous montre qu'il y a plus d'une façon d'être courageux. Il y a le courage de la confrontation et il y a le courage de continuer. La langue du roman est élégante, rythmée et souvent poétique. Alvarez intègre l'espagnol dominicain dans les dialogues, ancrant ainsi l'histoire dans son lieu et sa culture. Chaque sœur a sa propre voix distincte, non seulement en ton, mais aussi en perspective, en personnalité et en forme. Le choix structurel de faire tourner les narrateurs donne au roman une sensation de vie, en constante évolution. Nous ne sommes pas des observateurs, nous sommes invités dans les pensées des sœurs, leurs foi, leurs disputes, leurs rires. Et dans les interstices, Alvarez nous offre l'histoire, non pas comme un fait de manuel, mais comme une expérience vécue. Rafael Trujillo a régné sur la République dominicaine d'une main de fer pendant plus de 30 ans, cultivant un culte de la personnalité qui s'est infiltré dans tous les aspects de la vie quotidienne. Son régime reposait sur la surveillance, la censure, la violence et un réseau de peur. Face à cela, les sœurs Mirabal montrent une résistance en connaissant parfaitement les risques. En romançant leur histoire, Alvarez nous donne accès non seulement aux faits, mais aussi au paysage émotionnel qui les sous-tend. Elle ne prétend pas tout savoir de ce que ces femmes pensaient ou ressentaient, mais elle les imagine avec soin. Et cet acte, imaginer les femmes dans l'histoire, leur donner des dimensions, des défauts, des doutes et des rêves, est en soi une forme puissante de souvenir. Aujourd'hui, l'héritage des sœurs Mirabal s'étend bien au-delà de la République dominicaine. Le 25 novembre, le jour de leur assassinat, est désormais reconnu par les Nations unies comme la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Leur histoire, autrefois chuchotée avec crainte, est maintenant racontée dans le monde entier. Mais peut-être le plus grand cadeau de Le Temps des papillons est la manière dont il récupère ces femmes, non pas comme des symboles, mais comme des sœurs, riant, se disputant, écrivant des lettres, élevant des enfants. Elles ne sont pas parfaites, elles ne sont pas intouchables, elles sont réelles.
et en les rendant réels, Alvarez nous permet de nous connecter non seulement à leur courage, mais aussi à leur humanité. En passant de la fiction à l'histoire, nous entendrons leur voix plus directement dans les lettres qu'ils ont écrites, dans les souvenirs qu'ils ont laissés derrière eux. D'abord, à travers la correspondance entre Minerva et son mari Manolo, nous verrons comment l'amour et la révolution se sont déroulés côte à côte. Puis, à travers les yeux de Dedé elle-même, nous retournerons au jardin où tout a commencé. Comment les gens restent-ils connectés lorsque tout autour d'eux est conçu pour les séparer? Comment préserver l'amour dans un endroit construit pour effacer l'identité, réduire au silence la croyance et éteindre l'espoir? Dans les lettres de Minerva Mirabal et Manolo Tavares, Amour et résistance à l'époque de Trujillo, nous avons quelque chose de rare, une fenêtre sur le cœur de deux personnes qui ont choisi de résister à l'un des régimes les plus violents de l'histoire de l'Amérique latine, non seulement avec des armes et des stratégies, mais avec tendresse, intellect et une foi durable l'un en l'autre. La dictature de Rafael Trujillo a régné sur la République dominicaine de 1930 à 1961 avec une emprise si étouffante que même murmurer son mécontentement pouvait signifier la mort. Son image était accrochée dans chaque espace public. Son nom était prononcé avec crainte ou révérence forcée. Sous la surface des slogans nationaux et des défilés se trouvait un réseau de police secrète, de camps de prisonniers et de disparitions massives. Il était connu non seulement pour sa brutalité, mais aussi pour la nature personnelle de sa vengeance. Les familles étaient ciblées, les filles enlevées. Le prix à payer pour s'exprimer n'était pas seulement votre propre vie, mais aussi celle de vos proches. Minerva Mirabal connaissait ce prix, et pourtant elle s'est exprimée. Avec ses sœurs et son mari, Manolo Tavares, elle a aidé à fonder le mouvement du 14 juin, une organisation de résistance clandestine visant à renverser le régime. Pour leurs efforts, ils ont été harcelés, suivis et finalement emprisonnés. Pendant cette détention, Minerva et Manolo s'écrivirent des lettres. Et ces lettres, prudentes, codées, pleines d'amour et de volonté de faire, sont ce qui reste. Nous entrons dans leur correspondance en nous attendant à un témoignage historique, et nous l'obtenons. Mais nous obtenons aussi quelque chose de bien plus intime. Nous découvrons une relation soutenue, non pas malgré la prison, mais à travers elle. Un lien si profond que même la censure et la séparation n'ont pas pu le rompre. N'oublions jamais, écrit Minerva dans une lettre, que nous sommes en prison parce que nous n'avons pas capitulé et nous ne le ferons pas. Ce ne sont pas des déclarations politiques sèches. Ce sont des lettres remplies de désirs l'un pour l'autre, pour leurs enfants, pour la liberté dont ils rêvaient. Ils parlent de nourriture, de maladies, des livres qui leur manquent, des amis qu'ils espèrent en sécurité. Ils imaginent des avenirs que l'histoire leur refusera. « Chérie, écrit Manolo, je rêve de toi chaque nuit. Je vois ton sourire et je sens ta voix à mes côtés. » Minerva répond avec leur mélange caractéristique d'affection et de détermination farouche. « N'oublie pas que ce moment n'est pas éternel. Nous sommes nés pour quelque chose de plus grand que la peur. » Il y a quelque chose de saisissant dans ces mots, sachant ce que nous savons, que Minerva et ses sœurs seront assassinées peu de temps après l'échange de ces lettres, qu'elles seront prises en embuscade sur une route de montagne et laissées dans un accident de voiture simulé, et que Manolo sera lui aussi exécuté quelques années plus tard par le successeur de Trujillo. Mais dans ces lettres, ils sont vivants, intensément et glorieusement vivants. Leur partenariat est celui d'égaux. Manolo ne patronne pas Minerva et ne la protège pas. Il la vénère, et elle, en retour, le défie, le réconforte et partage la direction de leur cause. C'est l'un des portraits les plus clairs que nous ayons de Minerva, non pas comme un symbole national, mais comme une personne entière, une femme qui aimait avec passion, maternellement avec tendresse, et résistait avec un cœur plein de conviction. « Nous ne sommes pas seulement des prisonniers, écrit-elle, nous sommes toujours ceux que nous étions avant. Je suis toujours à toi, toujours ta Minerva. » Même sous surveillance, même avec des capteurs lisant chaque ligne, ils trouvent des moyens de s'envoyer des morceaux d'eux-mêmes. Il y a des surnoms et des références à leurs enfants. Il y a des phrases qui peuvent sembler ordinaires, mais qui sont chargées de signification privée. Et puis, il y a des moments de légèreté, voire d'humour, un petit acte de défi, dans un monde construit sur la cruauté.
Leur emprisonnement, comme tant d'autres sous Trujillo, était marqué par des cellules surpeuplées, une nourriture insuffisante, des maladies et des tourments psychologiques. Mais les lettres montrent comment ils ont résisté même à cela, en restant intellectuellement engagés, émotionnellement connectés et spirituellement intacts. Minerva rappelle fréquemment à Manolo de lire, d'écrire et de se reposer quand il le peut. Ce ne sont pas des instructions anodines, ce sont des stratégies de survie pour garder l'esprit vif et les esprits ancrés. Ces outils de résistance étaient aussi essentiels que n'importe quelle protestation ou pamphlet. L'importance historique de cette correspondance ne peut être surestimée. Nous apprenons souvent l'histoire à travers les gros titres et les déclarations officielles, mais ces lettres nous permettent de la voir à travers les yeux d'une épouse écrivant à son mari, d'une mère rêvant de ses enfants, d'une femme se souvenant de l'amour comme à la fois un refuge et une raison de continuer à se battre. Dans une lettre, Minerva écrit « Je ne veux pas que nos enfants grandissent sous cette ombre. Je veux qu'ils connaissent un monde où ils peuvent s'exprimer librement, vivre librement, aimer sans peur. » Ce désir est au cœur de chaque page, même lorsqu'ils parlent en code. Même en esquivant les regards de leurs geôliers, ils construisent quelque chose, un avenir, une vision, une forme d'espoir qui ne peut être enfermée. En lisant leurs mots aujourd'hui, nous comprenons que la Révolution ne s'est jamais limitée aux rues. Elle s'est aussi déroulée dans ces pages. Dans l'acte silencieux de choisir l'amour face à la brutalité et de s'accrocher les uns aux autres à travers les murs et les barbelés. Après sa libération, Minerva a eu l'occasion de rester silencieuse, de se retirer, de mener une vie plus tranquille. Elle a refusé. Et dans les semaines précédant son assassinat, elle a continué à s'organiser, à rencontrer d'autres membres de la résistance et à se préparer pour la suite. Quand elle est morte non seulement en tant que combattante, mais aussi en tant que femme qui avait fait la paix avec ce que la résistance lui coûterait. Et pourtant, les lettres ne ressemblent pas à des adieux. Elles ressemblent à un amour qui s'attendait à durer. Dans une note finale, Manolo dit à Minerva « Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble dans cette vie ou la prochaine. » Et de bien des manières, ils sont toujours ensemble dans ces lettres, dans la mémoire, dans le mouvement qu'ils ont contribué à construire, qui leur a survécu et a renversé le régime qu'ils ont tant combattu pour mettre fin. Ce livre n'est pas seulement une collection de documents historiques à lire à distance. C'est une conversation vivante entre deux personnes qui ont choisi de se battre pour leur pays et l'une pour l'autre, une ligne à la fois. Alors que nous nous tournons maintenant vers Alive in Their Garden, écrit par la sœur qui a survécu, nous verrons ce que cela signifie de porter la mémoire après la fin de la violence. Nous nous assiérons avec Dédé dans le jardin où tout a commencé et écouterons la voix de quelqu'un qui est resté, non pas pour oublier, mais pour se souvenir. Comment porter une histoire qui n'est pas seulement la vôtre, mais qui a façonné toute votre vie? Que signifie être celui qui reste, celui qui vit quand les autres sont emportés? Dans Alive in Their Garden, Dédé Mirabal nous le raconte. Elle n'était pas dans la voiture ce jour-là, en 1960, lorsque ses sœurs, Minerva, Patria et Maria Teresa, ont été embusquées et assassinées par des agents du régime de Trujillo. Elle ne faisait pas partie du mouvement de résistance, n'a pas été emprisonnée ni torturée, n'a pas été honorée dans l'immédiat, mais Dédé a reçu autre chose. Le temps de pleurer, de se souvenir et finalement de raconter. Ce livre est son offrande, non seulement au monde, mais à ses sœurs. C'est un récit profondément personnel de la vie après la perte, de la mémoire comme forme de résistance et de comment l'amour, lorsqu'il est cultivé avec soin, peut fleurir même dans le sol d'une douleur inimaginable. Le titre lui-même, Vivantes dans leur jardin, nous dit tout. Dédé n'honore pas simplement les morts. Elle cultive la vie qu'ils ont laissée derrière eux. Le jardin est littéral. La maison familiale à Ojo de Agua, où les sœurs ont grandi, est maintenant un musée. Mais c'est aussi symbolique. C'est l'espace où leur mémoire est conservée, leurs voix sont rappelées, leur impact est autorisé à croître. Dédé n'écrit pas avec la distance d'un historien. Elle écrit en tant que sœur. Il n'y a pas de romantisation du deuil ici, pas de récit bien ficelé de rédemption. À la place, il y a une honnêteté sur la culpabilité, la colère, la confusion et la lente et longue récupération vers la guérison. Dans les premières années après leur mort, Dédé vivait dans l'ombre du silence. La dictature planait encore. Les gens avaient peur de prononcer leur nom à voix haute. Et elle, la sœur qui n'avait pas rejoint la cause, se demandait pourquoi pas moi.
Aurais-je pu faire plus? Aurais-je dû? Son récit est rempli de ces questions, et en les posant, elle donne aux autres la permission de poser les leurs. Que devons-nous à ceux qui sont partis? Que faisons-nous du temps qu'ils n'ont pas eu? Au fil du temps, Dedé est devenue la voix de l'héritage des Mirabal. Elle a donné des interviews, ouvert la maison familiale aux visiteurs et cofondé la fondation des Sœurs Mirabal. Mais rien de tout cela n'a été facile. Il y a eu des années où elle ne voulait pas parler, des années où le traumatisme était trop vif. Et pourtant, à travers tout cela, elle revenait sans cesse au jardin, taillant, plantant, se souvenant. Dans un passage, elle écrit « Le monde vient les voir ici, mais parfois je veux juste m'asseoir en silence pour écouter les oiseaux et les imaginer à nouveau comme des filles, avant les discours, avant le chagrin. Juste mes sœurs riant au soleil. » Cette image de Dedé assise seule dans le jardin en dit plus que n'importe quel monument. Son chagrin n'est pas théâtral, il est silencieux, constant, éternel. Et pourtant, dans ses récits, il y a aussi de la chaleur. Elle ne parle pas de ses sœurs uniquement comme des héroïnes. Elle parle d'elles comme des femmes qui se disputaient, rêvaient, dansaient, faisaient des erreurs. Elle les dépeint dans leur intégralité. Il y a quelque chose de rassurant dans la présence de Dedé. Dans Le temps des papillons, Julia Alvarez lui donne le rôle de la chroniqueuse, celle qui se retourne sur le passé. Dans Alive in Their Garden, nous obtenons cette voix réelle, non filtrée, sans fioritures. Et ce que nous découvrons, c'est une femme qui a survécu, non pas parce qu'elle était plus forte, mais parce qu'elle a été épargnée et qui transforme sa survie en une vocation. Tout au long du livre, Dedé réfléchit à la complexité du souvenir. Comment préserver la vérité sans en faire un mythe? Comment raconter l'histoire encore et encore aux journalistes, aux écoliers, aux chefs d'État, sans perdre le fil de qui ils étaient vraiment? Sa réponse est ce livre, ni une biographie, ni un texte historique, mais une méditation personnelle sur la mémoire, la responsabilité et l'amour. Elle nous raconte des histoires de famille, des anecdotes quotidiennes, le moment où Minerva a introduit en cachette un livre interdit à l'école, la manière dont Patria murmurait des prières du soir à ses enfants, les lettres que Mathé glissait dans son journal intime. Ces moments restaurent ce que la violence a tenté d'effacer, non seulement leur activisme, mais aussi leur humanité. Et ce faisant, Dedé restaure aussi sa propre histoire. Elle n'est plus la sœur en arrière-plan, plus seulement celle qui a survécu, mais celle qui se souvient, celle qui parle. Le poids historique de sa voix est indéniable. Sous le régime de Trujillo, la peur régnait en maître. Son pouvoir s'infiltrait dans tous les aspects de la vie, l'économie, la presse, l'Église et même l'intimité du foyer. La dissidence était dangereuse et le deuil public pour les dissidents l'était encore plus. Mais Dedé a pleuré quand même, d'abord discrètement, puis plus publiquement, puis avec force. Au moment de la publication du livre, Dedé avait passé des décennies à se battre pour s'assurer que l'histoire de ses sœurs ne soit pas réduite à une seule journée de violence. Elle voulait que les gens sachent ce qui avait conduit à ce moment-là, les années de résistance, le fardeau sur leur famille et l'amour qui motivait leur bravoure. Et peut-être surtout, elle voulait que les gens sachent ce qui est venu après, que le travail de guérison, de mémoire, est une forme de résistance en soi. Dans l'un des derniers chapitres, Dedé réfléchit à la façon dont les gens viennent au jardin et pleurent. Certains ne disent jamais un mot, d'autres laissent des lettres ou des pierres. Elle les accueille tous. « Ils ne viennent pas pour moi, écrit-elle. Ils viennent pour mes sœurs, mais je suis là. J'ai toujours été là. » Cette résistance silencieuse, ce choix de rester enraciné est le cœur du livre. Cela nous rappelle que la résistance n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est entretenir un jardin, ouvrir une porte, raconter une histoire encore et encore, jusqu'à ce que le monde apprenne à écouter. Dedé Mirabal est décédée en 2014, mais sa voix perdure, tout comme celle de ses sœurs. À travers ce livre, elle laisse derrière elle plus qu'un souvenir, elle laisse un héritage de soins. Un rappel que la survie, lorsqu'elle est utilisée pour honorer les disparus, peut être une forme de courage en soi. Et ainsi nous terminons cet épisode là où il a commencé, non pas avec le martyr, mais avec l'amour, avec des voix qui refusent d'être réduites au silence, avec des femmes qui ont fleuri dans les sols les plus arides, et celle qui est restée pour garder le jardin en vie. Le meurtre des sœurs Mirabal a provoqué une onde de choc en République dominicaine. Ce que Trujillo avait prévu comme un avertissement est devenu un catalyseur. Leur mort, brutale, calculée,
ont révélé la cruauté du régime, non seulement à leurs concitoyens, mais aussi au monde entier. L'indignation a commencé à murmurer, puis s'est rassemblée dans les rues. Il est devenu impossible de détourner le regard. 6 mois plus tard, Trujillo lui-même fut pris en embuscade et tué sur une route sombre à l'extérieur de Saint-Domingue. Bien que les sœurs n'aient pas vu la chute du dictateur qu'elles avaient longtemps combattu, leur sacrifice a contribué à déclencher ce règlement de compte. Cette histoire montre également à quel point le pouvoir peut être fragile, même lorsqu'il semble absolu. Trujillo contrôlait l'armée, la police, la presse. Il réduisait au silence les dissidents et réécrivait les mythes nationaux. Mais au final, il n'a suffi que d'une poignée d'hommes, d'un tronçon de route exposé et de la volonté d'appuyer sur la gâchette. Cela nous rappelle que les dictatures reposent souvent, non pas seulement sur la force, mais sur l'illusion de celle-ci. Merci de lire, d'écouter et de vous souvenir. En partageant ces histoires des sœurs Mirabal, du monde dans lequel elles vivaient, et de l'histoire façonnée et refaçonnée par leur courage, vous êtes devenus partie prenante d'un acte de mémoire bien plus vaste. Un acte qui traverse le temps et les frontières, les pages et les souvenirs. Chaque livre que nous lisons approfondit notre compréhension. Chaque vie que nous découvrons nous rapproche de l'empathie. Et chaque fois que nous prononçons un nom, racontons une histoire ou transmettons une vérité, nous aidons à garder un souvenir vivant. Non pas comme quelque chose de figé dans le passé, mais comme quelque chose qui a encore le pouvoir de changer le présent. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous emporter ces voix avec vous et qu'elles continuent de vous inspirer à poser des questions et à faire place aux histoires qui comptent.